on va commencer. Merci beaucoup, beaucoup d'être présent à cette rencontre avec Nathaniel Méchali aujourd'hui, qu'on est absolument ravis d'une part de rencontrer, puisqu'on ne se connaissait pas, je connais de nom, et ensuite d'avoir accepté cette invitation. Ouais. Je vais faire une présentation exhaustive, si vous voulez bien sûr connaître le travail exact de Nathaniel en détail. Allez sur IMDb, tu as un site internet, voilà, il y a plein de choses sur le net. Je vais quand même citer certaines choses pour remettre les choses telles qu'elles sont. Nathaniel, tu as fait une trentaine de longs métrages quand même, dont les 3 Taken, entre autres, Revolver, Colombiana, avec des réalisateurs comme Guy Ritchie, Richard Berry, pour La Boîte Noire, c'est ça? Absolument. Ton premier long métrage avec Raphaël Nadjari, dont on évoquera tout à l'heure. C'est toujours, c'est toujours important d'évoquer les premières rencontres. Ensuite, des séries aussi. Le Transporteur, Taxi Brooklyn. Et dernièrement, Midnight Sun, Jour polaire en français. Une coproduction franco-suédoise, Canal+ et SVT, la télévision suédoise. Créé par les créateurs de Tunnel et The Bridge quand même. Donc ça, on en a entendu beaucoup parler. On a énormément d'attentes. On est pressé de voir le résultat, ce qui va s'y passer. Voilà. On reviendra là-dessus, bien sûr, tout au long de la discussion qu'on va avoir ensemble. On va notamment passer sur les conditions de production, les moyens dont tu as pu disposer à la fois pour ces séries, quelle est la différence entre le travail du cinéma et machin. Bon, il faut savoir que tu as commencé ta carrière, si on peut parler de carrière déjà, par des habillages de chaînes, des génériques TV, des choses qui sont au niveau de l'identité musicale très marquées. Et je voudrais que, si tu es d'accord, on commence par là, de savoir quelle a été ton approche pour les habillages de chaînes, les génériques, de quelle manière tu as procédé, et même la publicité, puisque tu en as fait aussi pas mal. Ouais. Alors bon, merci de m'accueillir, merci d'être là. Voilà, pour répondre à ta première question, donc oui, j'ai commencé par l'habillage de antennes, c'est-à-dire pouvoir créer des identités sonores et musicales pour des chaînes comme Paris Première, Ciné Cinéma, TF1 Jeunesse. Voilà, j'ai eu cette chance parce que j'estime que c'est une énorme chance que de pouvoir essayer de créer une musique qu'on me demande de trouver des solutions pour écrire une musique qui n'existe pas. Quand je dis une musique qui n'existe pas, c'est une musique qu'on ne va pas entendre dans une série, c'est une musique qu'on ne va pas entendre dans un générique d'émission, c'est une identité sonore. Voilà. Et je trouve que ça a été une école formidable pour, d'abord d'un point de vue créatif, d'un point de vue sonore, au niveau du timbre, au-delà du thème et d'une mélodie. Et c'est une opportunité que de pouvoir faire ce travail-là. Voilà. Et alors depuis, et d'être diffusé aussi et d'être identifié au travers de ça, en fait. Ouais, je trouve que c'est très important. Ouais. Et comment ça s'est passé les premiers habillages que tu as pu faire ont entraîné d'autres habillages? En fait, ce que j'ai fait, c'est... Tu t'es retrouvé un peu spécialisé là-dedans? Oui, j'ai commencé par le générique de Soir 3. Ouais. Après avoir fait une bande démo pour un ami à moi qui faisait des soirées sur Arte. Ouais. Voilà, des soirées thématiques qui étaient... habillés graphiquement, et puis il y avait un habillage musical qui était à chaque fois demandé suivant le sujet de la soirée théma. Et puis à cette occasion, il me demande de faire le générique de Soir 3. Donc c'est toi sur Arte qui fait... Et ça a été moi. Ça a été moi, j'ai passé la main depuis. D'accord. Mais en fait, voilà, et puis ça s'est enchaîné, parce que ce Soir 3, en fait, c'était intéressant, parce que j'avais fait... plein de sons à l'envers. À l'époque, on était en 93, 94. C'était les premières cartes audio-média, un peu dans la révolution MAO, mais version pas que MIDI, tu vois. Donc, il y avait une capacité de produire quelque chose de différent. Ouais. Et je parle de ça volontairement aussi, parce que je trouve que c'est important de faire un lien avec aussi la technologie, en fait. Oui, les outils. Les outils voilà, qu'on a à disposition aujourd'hui pour faire des séries, pour faire des musiques de films également. Et qui font, à l'arrivée, des musiques voilà. assez et puis non, mais qui permettent aussi d'être extrêmement créatif. Voilà.
Et donc, à l'issue de ce générique, Jean-Marie Cavada, qui faisait la marche du siècle à l'époque, m'a demandé d'écrire la musique de son générique et chaque semaine d'écrire une musique originale sur le thème de l'émission. Et j'ai écrit comme ça 70 génériques sur 3 ans pour la marche du siècle. Et ça a été une école formidable. Et c'était essentiellement de l'ordinateur ou Non, alors j'avais justement... bon, moi, je suis violoncelliste de formation, donc je joue un peu des instruments à cordes, un petit peu de piano. Et donc, j'avais à ma disposition un studio avec une capacité de pouvoir produire des musiques originales. Et c'était une expérience formidable parce que j'avais 23 ans et que j'avais ma minute 30 à faire sur France 3 et que j'étais le plus heureux des musiciens. Avec un grand homme de télévision. Avec des gens importants qui vous faisaient confiance ou au pied levé, il fallait écrire la musique, par exemple, pour la mort d'Yitzhak Rabin et la jouer en direct. Voilà, ou ce genre de challenge comme ça. C'était très, très formateur aussi. Je voudrais revenir 2 secondes sur ta formation. Donc, tu as une formation de conservatoire quand même? Alors, j'ai une formation de conservatoire un peu particulière. J'ai fait 15 ans de violoncelle. Et surtout, j'ai fait de la musique électroacoustique. J'ai pas fait les classes d'écriture. Et je me suis épanoui vraiment en musique de chambre, je peux dire ça, et en musique électroacoustique. Voilà. J'ai pu faire le conservatoire de Boulogne aussi. Et puis très vite, je me suis mis à travailler et à associer finalement ma culture classique et à devoir faire. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que je n'avais pas une formation d'écriture, mais on m'a demandé tout de suite, j'ai eu cette chance-là, de devoir produire de la musique. Donc j'ai appris en faisant. Voilà. Et je me suis... comment dirais-je, confronté à l'orchestre, au quatuor à cordes, à des formations particulières. Et j'y suis allé volontairement pour apprendre. Voilà, donc tu as une part autodidacte j'ai une très grosse part autodidacte. Après, j'ai été aussi l'assistant de Gabriel Yared. Ça, c'est, d'accord. Ça, c'est quand même aussi un passage important. Bien sûr. Sur combien de temps? 10 ans. Ah oui, quand même. Ouais, quasiment 10 ans. Donc tu as traversé quel type de film? J'ai traversé son époque où je l'ai rencontré après Le Patient anglais. Et donc moi je faisais mes habillages pour la télé et puis ils ont fait une association qui s'appelait Pléiade avec notamment Jean-Claude Petit, Gabriel Yared, Bruno Coulet et Alexandre Desplat. Et ils cherchaient des jeunes compositeurs pour révéler des talents, j'imagine. Et voilà, je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire et puis j'ai profondément été touché par Gabriel. Et j'avais rencontré sa musique sur l'Amand beaucoup plus tôt. Magnifique. Et donc j'étais très ému d'avoir accès à ce monsieur. Et j'ai pu le suivre et l'aider en tant qu'assistant, tant en lui montant son studio qu'en servant du café ou en faisant des clics ou en finalisant des scènes électroacoustiques ou ce genre de choses. Mais j'ai eu cette chance-là de le voir faire pendant toutes ces longues années et d'être proche de lui pour l'aider techniquement à réaliser ses musiques de films. Formidable, belle chance. Ah oui, formidable. Enfin, chance. C'est un mélange. C'est un mélange, bien sûr. Alors, partant justement de l'identité musicale... Pardon, peut-être je m'égare, mais... Peut-être je m'égare, je ne sais pas. Non, pas du tout. Partant justement de l'identité musicale, étant donné le nombre de longs métrages que tu as fait, de quelle manière tu abordes une musique de série? Quelle est la différence pour toi entre une musique de cinéma? C'est une question qu'on pose tout le temps, mais c'est intéressant de voir ton approche. Alors moi, mon approche, c'est effectivement, j'ai eu la possibilité et l'accès au cinéma avant de faire des musiques de série. Donc j'ai connu l'espace 5.1, j'ai connu la salle de cinéma, j'ai connu donc la concentration d'un spectateur qui va venir acheter son ticket pour voir un film. Donc j'ai eu cette possibilité de réfléchir à ces conditions-là de diffusion. Et puis après, je me suis posé la même question par rapport à la télévision. Voilà. Et ce que j'en ai déduit au bout d'un certain nombre de travaux sur des séries, et que j'adore autant que de faire des films de cinéma, et bien, en fait, c'est que dans une série, hormis le générique qui doit être extrêmement identitaire pour poser un parti pris fort, finalement, l'espace créatif, c'est l'espace de l'instant de ce qu'on voit. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme au cinéma, développer une idée en profondeur ou un thème trop complexe.
C'est-à-dire qu'on n'a pas la concentration. Donc, quelque part, on doit être beaucoup plus immédiat et être réactif par rapport à ce qu'on voit. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire du contrepoint ou un copier-coller émotionnel d'une scène, mais voilà, il faut être fin, élégant et trouver le ton juste, mais que ça soit une idée et à chaque fois une idée précise. Voilà, c'est la seule différence que j'ai trouvée avec le travail de cinéma. D'approche d'écriture dans la longueur. Exactement. Et j'irais même un peu plus loin en disant que voilà, le cinéma offre cette poésie que quelque part la série ne peut pas complètement atteindre. Et que donc les moyens techniques, c'est-à-dire les outils musicaux qu'on va utiliser, que ce soit des synthétiseurs ou de l'orchestre, j'ai essayé pour des séries d'utiliser de l'orchestre et je me suis rendu compte que ça m'emmenait dans un langage qui était trop complexe. Voilà. Et que donc j'étais obligé de revenir en arrière. Et ça ne veut pas dire que c'est moins bon de qualité, mais le message est plus clair. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Complètement. Si, complètement. Est-ce que éventuellement tu as un extrait tout de suite pour Oui, on peut voir des choses si vous voulez. Par exemple, on peut parler un petit peu de Midnight Sun. Si tu veux. Alors, oui, bien sûr. Jour polaire pour les gens avertis. Voilà. Alors justement, peut-être parler déjà, donc c'est un petit peu de l'approche. Quels ont été les interlocuteurs avec lesquels tu as travaillé? Est-ce qu'il y avait un showrunner? Est-ce que tu as travaillé directement? Alors voilà, donc il y a tous ces paramètres. Voilà. Effectivement, ça c'est intéressant. Alors on va dire que Midnight Sun, c'est un cas particulier parce que ça contredit tout ce que je viens de dire, évidemment. D'accord. Parce que c'est une série d'auteurs. Donc c'est les deux garçons qui ont écrit The Bridge, Brown et Le Tunnel, donc qui a été un succès international très très important. Et voilà, donc j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec eux via Atlantique, les producteurs Olivier Bibas et des gens, Eric Bassoff, avec qui j'ai l'habitude de travailler, puisque j'avais travaillé avec eux sur Le Transporteur, une série qu'on avait fait pour M6 et d'autres chaînes. Et j'ai eu cette chance de rencontrer Björn Stein et Mans Marling, qui sont deux réalisateurs suédois à très fort potentiel. Voilà, très excitant. Jeune, une approche artistique, réalisateur forte, donc pas de showrunner. Et je dois dire aussi une certaine liberté vis-à-vis des producteurs, parce qu'on avait déjà collaboré sur des énigmes. Je dis une énigme parce que Le Transporteur, c'était un chantier incroyable en termes de producteurs, justement, pour réussir à le mettre sur place. Donc évidemment, ça crée des liens. Et donc de la confiance. Voilà. Et donc j'ai eu loisir de cette confiance pour pouvoir donner un certain travail avec Björn et Mans sur Midnight Sun. Et là, pourquoi ça contredit ce que je disais tout à l'heure? Parce que là, on a fait un long métrage de 8 heures, en fait. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas des unitaires, c'est une série sur 8 qui dure 8 épisodes et la résolution arrive au 8e épisode. D'accord. Voilà. Donc on a essayé de faire ça. Il n'y a pas de climax d'épisode en épisode ou quand même? Il y en a. Ça reste aussi, c'est une histoire très forte, mais qui se développe comme un livre avec 8 tomes, en fait. Donc je veux pas trop en parler parce que j'ai pas envie de donner trop les clés. Ah bah non. Et puis, il y avait surtout aussi une actrice formidable qui s'appelle Leila Bekti, bien sûr. Voilà, qui vient visiter aussi le monde de la série et qui était tellement belle et tellement puissante que je me devais de l'accompagner, en fait, et d'être derrière elle et de lui donner le support et lui rendre l'agressivité et comment dirais-je, l'énergie qu'elle développe. Voilà. Je l'ai trouvée magnifique et ça a été une source d'inspiration pendant les 8 épisodes. Donc ton fil conducteur. Donc mon fil conducteur est en fait l'actrice principale du film. D'accord. Voilà, donc je la suis dans toutes ses émotions en essayant d'être à la hauteur de son jeu qui est spectaculaire pour moi. Et j'y suis très attaché en fait. C'est très marrant. D'accord. Voilà, alors on peut voir. Super. Je vais déjà vous montrer le générique début de cette série. Voilà.
Formidable. Alors, voilà. Tu veux qu'on enchaîne avec un autre morceau, peut-être? Juste une question. La voix, c'est... Alors, la voix, c'est un chant sami. Donc, en fait, parce que l'histoire se situe dans le nord de la Suède, pardon, à Kiruna. Et donc, en fait, ça parle du peuple samais, qui est un peuple un petit peu opprimé, si on peut dire. Alors, je ne veux pas rentrer dans un débat politique, parce que ce n'est pas mon rôle, et je veux pas... Mais en tous les cas, la série dénonce un petit peu quelque chose au travers de ça aussi. Et donc, voilà, j'ai un peu enquêté avec les réalisateurs. On a aimé cette mélodie qu'on a trouvée, voilà, et qui est un chant traditionnel. Et puis, je suis parti de ça pour construire un des thèmes principaux de la série, notamment. Voilà, qui est après détourné, sur lequel j'ai rejoué, etc. Mais il y avait quelque chose de traditionnel et c'était intéressant de mettre en opposition cette électronique et puis ce son un peu très profond comme ça, qui annonce un peu le mystère et le polar. Sur cette pureté-là. Ouais, voilà. Ouais. Donc on avait envie de garder ça. Puis finalement, c'était très identitaire. Donc les ensembles des producteurs et des réalisateurs ont souhaité que ça devienne l'identité de la série. Formidable. Alors après, on peut parler, je vais vous faire écouter un autre morceau. Est-ce que juste avant, tu as évoqué avec moi ce matin la construction de la musique dans la série. Ouais. Et en ce sens qu'il y en a pas forcément énormément. Alors oui, non. Enfin, si, il y en a pas mal. Mais quand j'ai vu le pilote, en fait, et c'est là où je me suis dit, génial, il faut que je le fasse, je veux trop travailler avec eux. J'ai été super surpris parce que pendant les 20 premières minutes, il ne se passe rien, musicalement. C'est-à-dire qu'il y a la mise en place des personnages. Et tout à coup, il y a un morceau de musique qui doit apparaître et qui dure 6 minutes. Voilà. Et donc là, je me suis dit, OK, super. Ils ont une gestion du temps très particulière. Et donc, ils ont une idée de la musique, de ce qu'ils souhaitent, avec un parti pris qui est fort. Voilà. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose de super intéressant à aller chercher là. C'est pour ça que je voulais que tu évoques ça. Avant, justement, l'extrait, c'est l'extrait qu'on va voir. Je vais vous montrer cet extrait. Donc, c'est un extrait, il n'y a pas de dialogue. Hein. C'est tout à coup, tout s'arrête. Et c'est un solo de musique pendant quasiment 6 minutes. On arrêtera si jamais...
Bravo. Très très belle musique. Merci. Si on voulait donner l'exemple de la puissance de la musique sur une image, on s'y serait pas pris autrement. Bah écoute, ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'aime bien cet extrait parce que je trouve qu'il a, si la musique est à sa place. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un espace de découverte. Elle retrouve son fils. Je veux pas trop en dire sur la série, donc je commence à arriver par derrière, j'ai envie de dire. Après, j'ai un espace sur ce long travelling d'elle en fuite et qui cherche à se faire mal. C'est pour ça qu'elle se pique, et c'est un élément récurrent de la série. Donc j'ai cet espace et cet espoir d'aller dans sa douleur, d'exprimer sa douleur profonde. Et puis après, j'ai ce devoir, qui est souvent le nôtre, en tant que musicien à l'image, que d'accompagner délicatement, sous les dialogues, de laisser une humeur, tu vois, d'être dans un climat sans... Voilà, trouver la poésie, la distance de respect, la distance juste, voilà, et d'être modeste, quelque part, musicalement. Voilà. Donc je trouve qu'il est pas mal cet extrait parce qu'il montre un peu tous les panels et cet espace qu'on peut avoir aussi créatif au niveau des teintes, des matières. Voilà. Formidable. Alors peut-être qu'on peut peut-être aborder maintenant un peu les... Tu voulais aborder un peu les aspects de production. Ouais. De savoir là justement, puisqu'on a bien posé le cadre de Jour polaire, comment tu as travaillé. D'abord, est-ce que la post-production a eu lieu à Paris? Non. Enfin voilà, comment se sont passées les choses? On s'est arrangé parce que c'est aussi des équipes avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, donc c'est beaucoup plus confortable parce que tout le monde travaille dans le même sens. Donc il a fallu que j'aille souvent en Suède. J'y suis allé 18 fois. J'ai composé sur place. Ils m'ont installé un studio à côté de la salle de montage. Et puis on s'est régalé, tout simplement. Et tu es resté combien de temps alors? Je suis resté 6 mois. Ah oui. Où je suis revenu une semaine sur 2 quasi. Et puis voilà, j'ai fait 18 allers-retours. Qu'est-ce que je peux dire? Que c'était une expérience incroyable. Avec des gens formidables, des gens... voilà, une équipe. Je suis le musicien de l'équipe et je viens m'allier. Je parle avec l'éditeur. On remonte des scènes parce que d'un coup, la musique emporte quelque chose. Interactivité totale. Interactivité totale. Ça, c'est fabuleux. Voilà. Et puis eux qui étaient là, qui réagissaient, je composais, ils allaient au montage, ils venaient voir la scène, ça réagissait tout de suite, etc. Et voilà, j'étais comme ça avec mon ordinateur portable, un keyboard qu'ils m'ont acheté sur place, une paire d'enceintes, et puis c'est tout. Pourquoi plus, au fait? Et puis mon violoncelle, de temps en temps, quand je rentrais à Paris pour faire des re-recordings et enregistrer quelques musiciens ici et là. Mais bon, a priori, j'ai joué beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Voilà. Mais alors, dans ce genre de configuration, est-ce que tu as la possibilité de travailler sur d'autres projets en parallèle? J'imagine que pendant 6 mois... Ouais, ça a été difficile parce que je me suis pris au jeu sur cette série avec eux parce qu'ils étaient vraiment... c'était incroyable. Il y avait une très belle énergie créative, donc je suis resté très concentré sur Midnight Sun. D'accord. L'enjeu m'a plu. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas cédé. Alors, il y a des moyens techniques, par exemple, sur des séries comme Transporteur, où c'est du wall-to-wall, ça veut dire que c'est musique de la première frame à la dernière image. Il faut illustrer. Bon, alors après, il faut illustrer parce que c'est le style, parce que c'est l'enjeu, parce que c'est de la production. C'est la grammaire des séries d'action, on va dire, schéma international, quoi. Ouais. Donc, il faut répondre au cahier des charges. Et là, il y a des showrunners qui sont là pour demander aussi des choses. Et là, c'était différent. C'était un vrai travail d'auteur. Donc, il y avait un espace, on va dire, créatif super chouette. Donc, j'en ai profité, en fait. D'accord. Tu t'es mis sous bulle. Ah, je me suis mis sous bulle. Je suis parti en Suède. Génial. Voilà. J'ai voyagé en Suède. J'en suis revenu à peine. Voilà. Entre-temps, j'ai fait deux autres films. Cinéma. Ouais. Voilà. Et j'ai ce son de Midnight Sun. Qui me reste, ouais. Alors, mais donc, tu as fait beaucoup plus de cinéma que de séries. Ouais. Au niveau, tu avais envie qu'on parle ensemble de l'édition musicale, des choses. Alors, est-ce que c'est des aspects trop techniques de l'édition? L'édition musicale, des moyens qu'on pouvait te donner pour réaliser ta musique, comment... Ouais, je pense que c'est un débat qui est chouette à mener. Je pense qu'on est aussi là pour ça, parce qu'on est avec des producteurs, j'imagine, des réalisateurs et
gens qui travaillent de l'autre côté, on va dire, que des créatifs. Et c'est vrai que moi, je ne vais pas me plaindre parce que je pense que j'ai toujours eu les moyens de travailler. Maintenant, je sais que c'est quand même difficile. Voilà. Que souvent, c'est difficile de faire venir, de nous aider à pouvoir vraiment réaliser avec les moyens dignes avec de les ce moyens nom. qu'on pourrait nous donner. Voilà. Hmm. Il faut toujours un peu se battre. Ouais. Et puis on entend souvent, je vais dire un truc qui est très polémique, mais c'est pas grave. On entend souvent, vous avez des droits d'auteur. Voilà. Et en fait, c'est vrai et en même temps c'est faux parce que on peut pas investir personnellement vis-à-vis de producteurs, c'est impossible. Et souvent, on doit défendre cette valeur-là, c'est-à-dire la valeur du droit moral qu'on a d'avoir écrit une musique, mais on doit aussi défendre une capacité vis-à-vis de la production et des éditeurs de pouvoir composer une musique, en fait, et de pouvoir la produire, c'est-à-dire et d'avoir des outils, des musiciens, des studios, des orchestres s'il faut. Voilà. Mais ne serait-ce que d'un ingénieur du son pour faire une Un prise. Bon, ingénieur du alors aujourd'hui, on son, sait tout et faire. Mais voilà, bon. alors aujourd'hui, on sait tout faire, mais est-ce qu'on sait encore être créatif et apporter une valeur véritablement ajoutée ou est-ce qu'on se retrouve coincé avec nos Logic Pro, Cubase, Pro Tools, Finale en train de faire des trucs avec des plugins? Je sais pas. Je sais pas si on doit défendre une valeur de créativité, une originalité, bah, on a besoin d'avoir des outils. En tout cas, on peut poser la question. En tous les cas, la question se pose. La question Le se débat pose. doit être ouvert, Ouais. sans préjugés en fait, par rapport au droit. Ouais. Mais là, en l'occurrence, le fait de faire une série. Je me plains pas, hein, je redis Non, bien non, non, les bien choses. sûr. Mais le fait de faire une série, tu as fait quelques téléfilms, 6, 7, 8. Ouais. Bon. Le fait de faire une série internationale t'a procuré des budgets qui sont au Ouais. niveau international. Oui, j'ai eu cette chance-là de travailler sur les transporteurs avec des budgets très importants où j'ai pu avoir des orchestres. D'accord. Sur Midnight Sun, c'était un peu plus délicat parce que c'était le temps joué contre nous. Donc il a fallu que je n'ai pas eu tout le temps du monde pour pouvoir aller plus loin à la recherche de musiciens particuliers. Alors j'avais cette chanteuse Samy, il y a des intervenants comme Antonio Gambale aussi, qui est Oui. un synthé programmeur avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui a apporté sa contribution. Il y a une chanteuse qui s'appelle Rachel Claudio aussi, avec qui j'ai travaillé, et qui a fait plein de backing vocal, et puis on a repris une chanson d'ailleurs pour la série. Voilà, j'ai utilisé un peu tous les moyens que je pouvais avoir à proximité rapide pour pouvoir produire au mieux cette série. D'accord. Dans l'avenir, tu veux continuer bien sûr le cinéma, j'imagine, mais le monde de la série te passionne? Oui, je crois qu'il y a l'aspect, on parlait de production tout à l'heure par rapport aux sous. Maintenant, après, il y a aussi l'aspect planning, il y a aussi l'aspect fabrication. Il y a quelque chose de très excitant de se retrouver au cœur d'une série, de devoir fournir de la musique. Il y a un dépassement parce que des fois, on se retrouve à devoir écrire presque 40 minutes en une semaine, ce qui est quand même assez incroyable à livrer. Ouais. C'est-à-dire il faut commencer l'épisode et le terminer une semaine après. Il y a 40 minutes de musique qui ont été posées sur l'épisode. Sur l'épisode, c'est validé. Et il faut le faire valider. Il faut avoir le retour voilà. des réalisateurs ou des showrunners et des chaînes. Voilà, parce qu'il y a aussi le diffuseur qui intervient de manière assez importante, et ce qui est normal. Et voilà, donc il y a un peu de dépassement de soi, il y a du challenge, il y a du travail d'équipe, il y a du monteur musique, il y a une équipe autour de soi à pouvoir... Là, je parle des séries internationales comme Le Transporteur ou Taxi Brooklyn, ce qu'on a fait pour TF1. Voilà, il y a tout un maître d'œuvre à mettre en route sur ce genre de projet, quoi. D'accord. Et sur ces projets-là, des agents. Vous êtes agent, monsieur? Bravo. Mais alors justement, tu es un agent, tu es chez Marie Sabat. Chez Marie Sabat, ouais. Voilà, c'est ça. Absolument. Elle t'apporte quoi en logistique? Est-ce que Alors Marie, c'est oui, elle m'apporte, on va dire, elle m'apporte elle me permet, je dirais plutôt, d'être extrêmement créatif. Voilà. C'est-à-dire qu'elle m'apaise totalement sur tout ce qui peut être contrat, engagement, relation avec les music supervisors s'il y en a, ou les producteurs pour toutes les questions de sous, contrat, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un apport, oui, bien sûr. un apport très important parce que
parce que sans ça, je ne pourrais pas tout gérer. Et après, je m'éloignerais trop du clavier et ça, c'est pas possible. Bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup, quand on est au cœur d'une série comme ça, c'est beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de mails, beaucoup d'envois, de rassurer les gens. C'est un facteur qui est très important dans notre métier. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, que c'était pas eux qui devaient me rassurer sur la qualité de mon travail, mais que c'était à moi de les rassurer sur la qualité de ce qu'ils étaient en train de fabriquer. Si je peux, du coup, tu vois ce que je veux dire. Oui, très très bien. Voilà. Et ça prend du temps à comprendre ce phénomène de balancier. Oui, complètement. En fait. Oui, non, mais bien sûr, tous les intervenants essayent de rassurer, en tout cas de montrer un optimisme et une volonté de mieux faire et d'embarquer dans cette énergie-là. Oui, exactement. Voilà. La période de montage et tout est toujours et donc être proche des monteurs, être proche des directeurs de la post-production, ça c'est des postes clés dans les séries. Voilà, et savoir qu'on est donc au sein d'une équipe et qu'on a notre part artistique à apporter, mais qu'il y a aussi tout ce bagage technique, j'ai envie de dire, de capacité de répondre à un directeur de post-production sur le codec du QuickTime qu'il faut, le montage, le log cut, l'edit cut, à quelle date le producteur va valider le log cut, quels sont les débats en cours entre la réalisation et le truc sur la qualité du personnage. Voilà, il faut toujours être à l'affût de toutes ces informations et de trouver son espace créatif après pour pouvoir travailler. Donc c'est un challenge, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Et j'en parle volontairement parce que c'est peut-être un peu moins glamour, un peu moins sexy, mais je trouve que ça fait partie à fond de notre travail. Voilà, c'est la réalité de notre métier. C'est la réalité de notre métier. Bien sûr. Et tu as eu l'occasion de faire des banques, de constituer des banques, ou c'était toujours des musiques que tu as faites à l'image et qui rentraient dans une banque? Très bonne question. Ou non, j'ai des séries comme Transporteur ou Taxi. D'abord, c'est aussi des chansons. C'est des fois des buffs au studio. Tu vois, c'est aussi de l'amusement. Et puis après, voilà, c'est des fois, on construit 4-5 épisodes. Et puis au bout de 4-5 épisodes, je me dis, bon bah tiens, voilà, ça c'est bien, ça c'est récurrent, ça peut devenir thématique. Et donc là intervient un monteur musique. Je parle vraiment de séries particulières comme Transporteur ou ce genre de gros machin, où il faut vraiment, vraiment fournir. Donc il y a un travail de monteur musique et puis qui rétablit les thématiques par rapport à ce qui se passe. Et puis moi, ce qui me permet d'être finalement à la composition de ce qui est thématique à l'épisode. Voilà. Mais sur une série sur Midnight Sun, c'est du 100% original à l'image. Il n'y a jamais eu de redite, en fait. D'accord. Mais parce que j'en avais pas envie, je ne pouvais pas. L'actrice était trop puissante. Donc à chaque fois, tu l'as... À chaque fois, j'étais derrière elle. J'étais pour elle. Écoutez, compte tenu de l'heure, Nathaniel, merci beaucoup. Je voudrais simplement savoir, évidemment, si vous avez des questions à poser à Nathaniel, ça serait formidable. Voilà. Est-ce qu'on a un micro? Non. On a quelque chose? Non, on n'a personne. On n'a plus personne? Plus personne est là. Une question en français. Tu parles anglais? Yes, a little bit. Yes. Bon, je vais traduire ma question. Je suis très intéressée par la valeur créative dont vous avez fait mention dans votre musique. J'ai adoré regarder cette musique sans les dialogues. C'était magnifique. Et ça nous transcendait. Et normalement, j'aurais jamais été conscient de l'importance de la musique. Sans avoir vu cet extrait, je n'aurais jamais compris l'importance de la musique, de votre musique. C'était quelque chose qui contribuait vraiment à toute l'atmosphère de la série. Moi, j'ai l'habitude d'identifier automatiquement, immédiatement, si c'est bon ou pas. Ou si ça couvre une déficience d'un autre élément, contributeur ou autre, si vous voulez. Moi, je détecte ça tout de suite. Et là, j'ai été subjuguée. Pensez-vous qu'un bon score, est-ce que si la musique est bonne, c'est quelque chose qui n'est pas forcément détecté par... quel est le poids de l'intrigue? Comment établissez-vous le bon équilibre entre la puissance de la musique et la puissance de l'intrigue? Comment vous arrivez? C'est un signe d'une bonne musique. Et est-ce que... Ah oui, yes. Sorry. Excuse me. I don't know if I try to answer in English. Yes,
c'est une très bonne question. Moi, j'ai envie de dire, quand vous avez réglé... je parle juste toujours d'une capacité à faire, en fait, d'une possibilité à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le maximum d'espace créatif. On est d'accord ? Et pour ça, il faut que j'ai réglé tous les problèmes, c'est-à-dire rassurer les réalisateurs, rassurer les producteurs. Il faut que j'ai les bonnes bandes, j'ai le bon quick time devant les yeux. Et là, et si j'ai des bons acteurs, et si j'ai de la bonne matière devant moi, je peux faire un bon score. Je ne sais pas si ça répond un peu aussi à votre question, mais c'est fondamental. On est là pour réagir en tant que musicien. On est le premier spectateur de ce qu'on voit. Et si j'ai de la bonne matière, je peux faire de la bonne musique. J'ai du mal, si j'ai de la mauvaise matière, à faire de la bonne musique. C'est très compliqué. Et ça me fatigue assez vite, en fait. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, cette musique est née parce que l'enjeu était, je pouvais le jouer, quoi. Je ne sais pas si if I answer to your question. Non? Merci beaucoup. Je n'avais jamais pensé de cette façon l'importance de la matière en préliminaire. Il avait aussi dit qu'il Hello. I'm a film composer and TV drama composer from Istanbul. Je suis très heureux. J'étais très impressionné par votre œuvre, par votre composition. Moi, j'ai étudié également le cinéma. Je suis turque, comme je vous disais. Et lorsque mon ami posait cette question, je me souviens de nos professeurs. Il disait qu'un bon film vous emporte, vous transcende, et que vous ne pouvez pas catégoriser les éléments. C'est très difficile, comme la musique d'un côté, les acteurs, la lumière, les mouvements de la caméra. C'est un tout, un tout. Voilà ce que nous dit notre professeur. Et je voulais vous le dire, j'ai eu cette impression lorsque je vous écoutais. Et lorsque vous me disiez que vous aviez séjourné en Suède, eh bien moi je voulais savoir exactement quels étaient les programmes que vous avez utilisés pour faire composer votre musique. Parce que vous avez dit, ben moi j'avais juste un clavier, je l'ai acheté peut-être même en Suède, je l'ai emporté en Suède. Est-ce que c'était un Cubase? Quel logiciel avez-vous utilisé pour composer? C'est ce qui m'intéresserait. Ok, alors merci pour votre question. Et merci pour vos commentaires. I'm super agree with your teacher. Je suis tout à fait d'accord avec votre professeur. Good music, ce qu'est une bonne musique ou un bon film, si on ne remarque rien, c'est bon signe. Si la musique, c'est la lumière, les jeux des acteurs qui font un bon film. On ne doit pas penser, on ne doit pas commencer à disséquer les différents éléments. C'est un tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, essayez de répondre à votre question concernant les instruments technologiques. Oui, j'ai utilisé Logic Pro. Pro Tools, qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Live. Et en fait, et mon ordinateur portable et ma super banque de sons. Et puis, comment vous dire, j'ai aussi la chance, parce que j'ai fait beaucoup de choses, d'avoir parfois des bouts d'idées de violoncelle que j'ai fait, ou des layers, des stems de violoncelle par exemple, que j'ai gardé en stock, voilà, et qui finalement que j'ai pu réutiliser comme ça. Après, j'utilise beaucoup de plugins aussi, des atmosphères, des choses comme ça. Après, chez moi au studio, j'ai des Juno, des vieilles boîtes à rythme. Donc je fais des émulations sur mon Logic Pro, et puis quand je rentre dans mon studio, j'enregistre mon vrai piano. J'ai un violon, je joue du violon aussi un peu. Voilà. Donc je maquette de manière assez évoluée, je produis, et après je casse et je reconstruis pour apporter ce qui me semble être délicat et nécessaire. Voilà. Mais tout ça va très vite. Tout ça doit aller très vite. Donc c'est réflexe aussi, instinctif. Donc c'est l'expérience aussi. Ça, je voudrais en parler un tout petit peu, parce que
C'est très important de toujours composer, d'être vif, d'être rapide, d'être toujours en train de faire de la musique. Parce que quand le jour J arrive et que vous avez un moment, un espace créatif où vous allez vous rencontrer, finalement, le problème de la composition, ça peut pas être un problème. Voilà. Et là, c'est tout ce qui est en vous qui doit sortir à ce moment-là. Donc, il faut être bien préparé, si je peux me permettre. J'aimerais vous poser une autre question, dernière question. Dernière question que j'aimerais vous poser. Les séries de TV en Turquie sont très longues. Un épisode dure 2 heures. Et nous avons 2 jours pour produire de la musique sous la vidéo, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de temps à perdre, composer quelque chose de nouveau. On est obligé de s'attacher et se baser sur ce qui a déjà été fait pour un épisode. En particulier, s'il s'agit de la 3e, 4e saison, il y a déjà beaucoup de bases existantes, de musique existante. Alors, est-ce que c'est la même chose dans vos fictions? Est-ce que vous utilisez la musique existante, vous faites du montage et puis vous utilisez ce qui est déjà dans votre banque de données? Parce qu'on n'a pas toujours le temps de composer de la nouvelle musique. Comment faites-vous, vous? Donc, c'est différent de tout ce qui est long métrage, n'est-ce pas? Je vais expliquer. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure, j'en ai parlé tout à l'heure, de Transporteur, où j'avais une semaine pour écrire 50 minutes de musique. Donc, j'ai eu 1 mois pour faire le pilote. Donc, c'était confortable. Donc, quand j'ai fait ce pilote, j'avais un music editor, parce que j'ai une équipe autour de moi, et c'est très important pour répondre à votre question, qui reprend toutes mes séquences MIDI, qui les décompose en thématiques, mais ce sont mes séquences Logic Pro avec tous les MIDI files, donc tous les instruments qui sont chargés. Et donc, en fait, il va sur l'épisode 2 pendant que je suis en train de terminer l'épisode 1 et il commence à placer des musiques à gauche, à droite qui viennent de l'épisode 1. Et donc, après, moi, je réouvre ma session Logic, je regarde le travail en amont de ce qui a été fait. Je sais que dans l'épisode 2, il y a juste un élément dramaturgique qui vient intervenir dans l'épisode. Donc, il va falloir que moi, je m'attelle à ce quart d'heure-là, parce que ça va être de la musique originale, et c'est obligatoire. Et par contre, sur tout le travail de réadaptation, je le confie à mes music editors. Et si le cas échéant, pour faire une variation et aller un peu plus loin, je m'y attache et je rajoute des pistes ou ce genre de choses. Et à la fin, on a une banque. On a une banque et à la 2e saison, s'il ne change pas de showrunner, ce qui n'a pas été le cas sur Transporteur, par exemple, eh bien, on peut réutiliser des choses. Bon, et après, il y a le jeu. Moi, j'ai envie de dire, il y a le challenge, il y a le jeu, il y a l'envie de s'amuser, quoi. Il faut que ça reste amusant. Mais alors maintenant, 2 jours pour faire 2 heures, ça, je ne sais pas faire. Thank you very much. You're welcome. Bonjour. Bonjour. Je suis ultra fan de Grandmaster, donc c'est cool de vous rencontrer. Je voulais savoir quel était votre rapport avec le sound designer d'un film comme ça, par exemple. De Grandmaster ? Alors super, parce que Grandmaster, c'est encore un cas particulier, donc c'est le film de Wong Kar-wai. Alors Wong Kar-wai, c'est pareil, c'est-à-dire je suis parti à Bangkok avec mon ordinateur portable, toujours le même, mes banques de sons, un clavier, et il fallait faire la musique de son film parce que Shigeru Mebayashi, qui est l'autre compositeur, ça faisait 5 ans qu'il travaillait sur le film et je crois qu'il a déclaré forfait à un moment donné. Voilà. Donc au début, on m'appelle pour faire les scènes d'action parce que Wong Kar-wai me connaissait par rapport à Tekken et avait vu et trouvé que les musiques des scènes avaient été super, donc il m'avait demandé de venir participer. Et puis finalement, je me suis retrouvé un peu à tout refaire, quoi, et à tout retravailler et de réutiliser des thèmes de Shigeru Mebayashi parce qu'il y avait des choses magnifiques et qu'il fallait les garder. Et puis je parle, et j'ai oublié votre question. Donc le rapport avec le sound designer. Donc alors non, c'est ça, on en arrive à ça. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'était un gros bordel.
pardon. Et donc, il y avait le monteur son, qui est le mixeur du film, qui était dans la pièce à côté de moi, à Bangkok. Moi, j'étais donc dans ma pièce. Nous avions tous un système 5.1. Et nous avions un réalisateur qui allait de la salle de montage à la salle de montage son, qui était aussi la salle de mixage, et à ma salle. Et en fait, on a fait le film comme ça. Et ça s'est terminé que moi, j'avais mon violoncelle, qui m'ont loué sur place. J'ai eu l'orchestre de Prague via Skype. Et donc, on a dû travailler complètement comme ça, dans la salle du monteur son, pour qu'on puisse entendre en même temps. Et tout s'est fait comme ça. Et d'une manière absolument positive. Et donc, moi, j'étais au mixage avec le monteur son. Et si on utilisait des pads, on utilisait des pads et on enlevait la musique. Enfin, voilà, avec l'accord du réalisateur, bien entendu. Mais le Grand Master, c'est un film incroyable, d'une beauté incroyable. Et beaucoup de chance parce que c'était sans filet. Voilà. Mais merci pour votre question. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de case. Parfois. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas le monteur son, le mixeur, etc. Des fois, il y a un groupe de gens qui se retrouvent et comme tu fais un court-métrage, finalement, il faut faire un grand film. Et c'est plutôt sympa. Merci. Voilà. Je ne sais pas à qui je rends ça. Nathaniel, mille merci pour cette générosité que tu as eu à parler de ton métier et de la façon dont tu le fais. C'est un vrai plaisir. Donc, je te remercie infiniment. Je tiens à remercier aussi la SACEM. Je crois qu'Églantine Langevin était là. Elle a dû partir. Pour la SACEM qui est évidemment partenaire de ces rencontres. Et je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette masterclass. Merci beaucoup. Bravo.